Donald Trump en avait claqué la porte avec fracas il y a 5 ans. Les États-Unis demandent officiellement leur réintégration à l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Audrey Azoulay a beaucoup œuvré pour ce retour. La directrice générale de l'UNESCO est notre invitée. Bonsoir Audrey Azoulay. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Pourquoi est-ce que vous êtes autant investi dans ce dossier pour le retour des États-Unis à l'UNESCO? On va en parler, c'est pas encore fait, c'est pas encore officiel. Mais pourquoi est-ce que vous êtes battu pour cela? Je me suis surtout battue pour l'UNESCO elle-même, pour qu'elle continue d'avancer, parce qu'on a besoin de cette organisation dans le système des Nations Unies, pour la culture, pour l'éducation, pour les sciences, et parce que pour nous, c'est important, comme organisation des Nations Unies, de viser à l'universalité des membres. Et les États-Unis s'étaient éloignés financièrement depuis 2011, juridiquement par une décision du président Trump annoncée en 2017, et bien sûr, nous avions besoin d'eux aussi à cette grande table de la coopération pour ce mandat qui est fondamental. Alors rappelons quand même pourquoi, effectivement, Barack Obama, en 2011, il coupe le robinet pour protester contre l'admission de la Palestine. Vous l'avez dit, 2017, et ça sera effectif en 2018, Donald Trump trouve que l'UNESCO est trop partiale dans le conflit israélo-palestinien, plutôt pro-palestinienne, et du coup, le robinet est coupé et ça vous fait beaucoup d'argent en moins. On parle de 619 millions de dollars. Est-ce que vous confirmez cette somme? Est-ce que Washington va devoir vous les rembourser? C'est la dette qui s'est accumulée depuis 2011 et qui a été tout à fait reconnue, et c'était un geste très important par les États-Unis dans un courrier qu'ils m'ont adressé ce mois-ci, et qui s'engage à payer, bien sûr pas en une fois, mais qui s'engage à payer jusqu'à épuisement de cette dette. Mais vous l'avez dit, les critiques qui avaient été faites à l'époque, c'était celle d'une politisation extrême, notamment sur les questions relatives à Israël, au Moyen-Orient. Alors pour être précis, c'est parce que l'UNESCO avait dénoncé, avait défendu en tout cas des dossiers qui concernaient des réclamations palestiniennes, archéologiques notamment dans les territoires occupés. C'était voilà, ça le puis sujet. c'était l'admission, le vrai sujet qui était resté en travers de la gorge des Américains, c'était l'admission de la Palestine comme État membre en 2011, qui était une décision de tous les États membres à l'époque. Et c'était effectivement une première dans le système des Nations Unies. Donc un de mes objectifs, c'était peut-être le premier quand je suis arrivée, c'était aussi de baisser le niveau de tension politique. Et de montrer que même sur ces questions, qui sont sensibles, souvent brûlantes, on pouvait discuter et trouver des consensus. D'où l'importance du multilatéralisme. Exactement. C'est aussi ça que voulait atteindre Donald Trump. Tout à fait. Et en fait, ce qu'on a montré aussi par l'exemple depuis 2018, c'est que suite à une médiation que j'ai lancée à mon arrivée, on a obtenu systématiquement des consensus sur ces questions-là à l'UNESCO, c'est-à-dire avec l'accord de toutes les parties concernées. Ça a permis, je dirais, de faire baisser les tensions, mais surtout de nous concentrer sur notre vrai mandat. Et de lancer des initiatives pour la culture, pour les sciences, pour l'éducation. Et comment avez-vous fait pour convaincre les États-Unis? Il y avait la volonté, tout de même, forcément, de revenir? Tout à fait. Il y avait la volonté qui a été exprimée très tôt du président Biden et du secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken. Mais il fallait aussi convaincre le Congrès. Et c'est ça qui était compliqué, parce que convaincre le Congrès, ça veut dire convaincre des républicains et des démocrates. Et parce qu'il fallait changer une loi pour permettre de nouveau un financement américain des États-Unis. Vous avez dû faire de la politique américaine, alors. C'était passionnant. Vous êtes invité dans le débat américain. Voilà. Mais c'était passionnant, et je dois dire que j'avais beaucoup de fierté à défendre non seulement la mission de l'UNESCO, mais aussi son bilan au cours des dernières années. Alors on va pas se mentir, Audrey Azoulay, les Américains, ils ont aussi leurs propres intérêts, et ils se murmurent que cette volonté, elle est aussi, je dis bien aussi, motivée par la bataille et la montée en puissance de la Chine. D'ailleurs, Pékin a très bien réagi. L'UNESCO a besoin que tous les États membres se donnent la main pour remplir ses missions. C'est l'ambassadeur chinois de l'UNESCO, Yang Jin, qui a dit cela, rappelant que le siège de l'UNESCO est à Paris, en France. Il y a quand même cette bataille, dit-on, notamment autour de l'intelligence artificielle entre les deux grandes puissances. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience chez tous, pas seulement chez les Américains, que c'est un endroit d'influence, et que quand on agit et qu'on coopère avec la communauté internationale sur l'éducation, sur la culture, sur les sciences, ça a aussi une importance géopolitique. Et qu'être absent de ça a un coût, parce que d'autres ne sont pas absents. Donc je dirais que c'est très légitime et normal que les Américains veuillent être aussi autour de cette table. Et effectivement, vous avez raison, ça s'est vu notamment quand on a discuté à l'UNESCO sur des principes éthiques pour l'intelligence artificielle,
qui ont abouti à une négociation et un accord entre 193 États. Si les Américains étaient présents au début du point de vue technique par leurs universités, par leurs entreprises, comme ils n'étaient plus membres de l'UNESCO, ils ne pouvaient pas être autour de la table au moment de la négociation et de l'adoption de cet accord. Les absents ont toujours tort et on apprend aujourd'hui que l'Union européenne et l'UNESCO s'associent pour aider à encadrer l'intelligence artificielle. On sait que c'est un sujet qui n'est pas évident, qui est très pointu, mais pour vous, quel enjeu ça pose sur les œuvres culturelles notamment? Il y a un enjeu, je dirais, qui est transverse, qui est qu'on voit une technologie qui se développe de façon exponentielle, qui a de réelles avancées. On le voit tous les jours en matière médicale. Ouais, il y a des progrès. Voilà, il y a des progrès. Et en même temps, ça peut aller si vite et si loin qu'on a besoin de principes, parfois de limites, pour se dire, si je fais ça, est-ce que je l'ai fait dans le sens de l'intérêt général ? Est-ce que, par exemple, je suis équitable entre les hommes et les femmes, du point de vue des données, du point de vue de la création des algorithmes ? Est-ce que je suis transparent ? Est-ce que je laisse toujours la place à une responsabilité humaine ? Et c'est tous ces principes-là, et je dois dire que l'Union européenne est aussi très moteur dans cette discussion, c'est tous ces principes-là que l'UNESCO défend. Et pour que cette éthique soit véritable, elle doit être universelle. Parce que si on laisse une partie du monde en dehors des règles éthiques, la concurrence va faire en sorte que tous ces principes soient balayés. Et là, on revient toujours à l'argent. Bruxelles financera à hauteur de 4 millions d'euros un programme dédié à soutenir les pays pauvres dans la mise en place de leur législation nationale. On a pas mal de sujets abordés avec vous. Et il y en a un qui vous tient à cœur, Audrey Azoulay, c'est Mossoul et l'Irak. On sait que c'est dans une mosquée de cette ville qu'al-Baghdadi avait autoproclamé l'État islamique. Et on sait qu'il y a eu une guerre terrible qui a ravagé la vieille ville, la ville historique de Mossoul. Il y a un an, nous y étions allés, notre correspondante Sarah Samian-Fils y était allée. Les images vont sans doute vous parler, on vous fait réagir juste après, reportage. On fait un grand trou autour de l'arbre et on fait attention de ne pas laisser d'air quand on rebouche. Mohamed fait partie de cette armée de volontaires chargée de planter plus de 5000 arbres dans la région. 4 ans après la chute du groupe État islamique, la vieille ville de Mossoul se met au vert. Une campagne écologique initiée par l'Œil de Mossoul, un média citoyen et financé par la France. Avec les guerres qu'a connues l'Irak, les arbres ont été négligés, parfois coupés ou détruits par Daesh, ou pendant des opérations militaires pour libérer la ville. Tout ça a affecté la biodiversité à Mossoul. Le développement durable passe aussi par la reconstruction de la ville, endommagée ou détruite à plus de 80% par les bombardements. Un chantier mené par l'UNESCO depuis 2018. Première étape, récupérer des matériaux naturels. Sur le mur à droite, c'est l'ancien albâtre. Et de ce côté, c'est un nouvel albâtre car ce mur a été pulvérisé par une frappe aérienne. Nous avons récupéré l'albâtre dans les décombres après la bataille finale et nous l'avons recyclé pour reconstruire les maisons. Les matériaux naturels comme la chaux, la terre et l'albâtre local vont permettre de reconstruire les habitations bombardées pendant la guerre. L'objectif est double. Dans l'intérieur des maisons, on utilise des produits non toxiques pour prévenir l'humidité et pour purifier les espaces. L'idée, c'est de protéger à la fois la culture locale et l'environnement. Les habitants, comme Amira et son fils, sont ravis de retrouver leur cité comme ils l'ont connue avant la guerre. Nous avons besoin de retrouver notre architecture locale. C'est notre seul repère, car nous avons grandi avec ça. C'était important pour moi qu'on rebâtisse ma maison à l'identique, car tous mes souvenirs sont ici. Mossoul a aussi l'espoir de préserver son identité multiconfessionnelle. Après plusieurs opérations de déminage, 2 églises du centre historique et la mosquée Al-Nouri seront reconstruites ces prochains mois. Et vous y étiez, Audrey Azoulay, au mois de mars dernier à Mossoul. D'abord, ce sont des images qui vous font réagir, qui vous parlent. On sent même une émotion. Ah oui, parce que c'est vraiment, d'abord, c'est une ville qui a été déchirée, meurtrie, mais au plus profond, c'est-à-dire entre les familles, les communautés, l'occupation. On voit qu'un responsable religieux à l'époque. Oui, alors ça, les chrétiens d'Orient, cette communauté qui était historique, qui a fui, les églises ont été détruites. Et cette ville, c'était aussi une ville de diversité culturelle, de diversité des religions, de savoir. Et c'est tout ça qui a été foulé aux pieds, qui a été détruit. Et donc, c'est une initiative que l'UNESCO a lancée en 2018
pour reconstruire. C'est la plus grande initiative qu'on ait jamais menée de cette ampleur dans le monde, directement par l'UNESCO, pour reconstruire des éléments symboliques de la vieille ville. On l'a vu, les maisons en albâtre, etc., grâce au soutien de l'Union européenne, là encore, qui a été formidable, mais aussi la mosquée Al-Nouri, cette fameuse mosquée que vous évoquiez, son minaret penché qui est célèbre dans le monde entier, mais aussi ces églises qu'on voit à l'image, et ça grâce au soutien des Émirats arabes unis. Il n'y a pas de condition sine qua non, elle n'est pas classée, cette mosquée par exemple, ces édifices ne sont pas forcément classés pour être rien ne l'était à l'époque, mais c'est vraiment pour moi un chantier extrêmement symbolique. Et c'est l'endroit où la communauté internationale doit faire montre de solidarité. Et ça avance, là, la reconstruction, du coup, je l'ai dit, notre reportage, c'était il y a un an, vous y êtes allé en mars, ça avance? Ça avance très bien, c'est-à-dire les centaines de maisons livrées aux habitants avec une grande émotion. J'étais avec eux au moment où ils récupéraient ces maisons avec ces panneaux d'albâtre. La dernière chose qui est la plus difficile à construire, c'est intéressant, c'est le minaret penché. Parce que les Mossouliotes, on les a consultés, ont souhaité une reconstruction à l'identique, c'est-à-dire penché. Et ça, tout ça va être achevé pour la plus grande partie du chantier. J'y étais donc il y a quelques mois et je peux vous dire que ça va être fini à la fin de cette année. Et le minaret penché au début de l'année 2024. Alors un chantier à peine terminé et loin sans doute d'être terminé, puisqu'il n'y a pas que Mossoul qui a subi les affres de cette guerre. Il y a aussi la Syrie, notamment on a beaucoup parlé d'Alep. On va parler d'un autre conflit plus proche de Paris, le siège de l'UNESCO, c'est la guerre en Ukraine, bien entendu, avec les derniers développements. Vous avez très vite, dès le lendemain de l'invasion russe de l'Ukraine à l'UNESCO, pris la décision d'agir concrètement. Comment ça se matérialise ? On a réagi très vite et je dois dire qu'on se mobilise maintenant de plus en plus vite parce que l'UNESCO est appelée sur les crises peut-être plus qu'avant. Le premier soutien qu'on a... Pourquoi elle a un savoir-faire? Parce que je dirais que les sujets dont elle traite sont des sujets stratégiques. Quand la culture est détruite, c'est une blessure terrible pour les populations. Les écoles? Parce que les écoles, c'est leur avenir. La culture, c'est souvent le lien avec les générations précédentes et c'est l'avenir aussi qui se joue. Quand un bâtiment emblématique est détruit, culturel, c'est vraiment, vous sentez les gens vaciller. C'est le cœur, voilà. Et puis un autre élément de notre mandat, qui est celui de la protection de la liberté de la presse. On a eu très vite, on a été sollicité par les journalistes ukrainiens qui se sont retrouvés du jour au lendemain correspondants de guerre et qui n'avaient pas de gilet, qui n'avaient pas de casque, etc. Donc ça, c'était peut-être dans les premières semaines notre soutien. Et puis très vite, l'éducation, notamment l'éducation à distance. Comment aider à équiper les enseignants, à les aider à fournir du contenu en ukrainien, etc. Notamment aussi pour tous les déplacés internes ou dans les pays limitrophes. Et puis la culture, qui est le grand chantier pour lequel le président Zelensky a demandé le soutien de l'UNESCO et auquel nous sommes alors, déjà... on a vu des œuvres rapatriées, si on peut faire rapatrier, non, puisqu'elles sont ukrainiennes, mais en tout cas, refuge. Au Louvre notamment. Quel est le poids déjà de cette guerre sur le patrimoine ukrainien? On a beaucoup parlé de risques sur Odessa, notamment, dans le sud de l'Ukraine. En fait, c'est un risque, c'est plus qu'un risque. Maintenant, les dommages sont là. Un des grands rôles, d'ailleurs, de l'UNESCO, c'est de documenter, c'est-à-dire de rendre public, de façon vérifiée, tous les dommages aux sites culturels en Ukraine. Et vous numérisez, on sait qu'il y a eu beaucoup de numérisation sur l'Irak et la Syrie. Beaucoup de numérisation des collections, déjà des premières réparations. Le toit d'un musée des Beaux-Arts à Odessa, par exemple, que j'ai visité. Aussi le classement d'Odessa au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Bizarrement, ce n'était pas le cas, alors qu'on connaît toute l'histoire, la beauté de cette ville. Symboliquement et aussi juridiquement, elle a une protection maintenant supérieure puisqu'elle a été classée en ce début d'année au patrimoine mondial. Alors le prochain grand chantier pour vous, quel est-il? Cet entretien touche à sa fin, André Azoulay. Quelle est la suite pour vous? Le gros, donc juillet pour les États-Unis, c'est ça, dit-on? Les États-Unis. Il faut l'unanimité ou c'est une formalité? Non, s'il y a une vraie discussion avec les États membres, puisqu'ils reviennent, non seulement ils reviennent, mais ils reviennent avec une proposition financière assez substantielle, donc qui est soumise aux États membres dans les jours qui viennent, demain, après-demain, puis leur intégration. Mais je dirais que l'UNESCO a un agenda très clair aujourd'hui, auxquels ils vont contribuer, apporter leur force, le gouvernement, mais aussi la société civile américaine, pour la protection aussi du vivant, de la biodiversité. On le sait moins, mais l'UNESCO est très engagée là-dessus. La protection des patrimoines culturels et de la diversité à travers le monde. Et puis le grand chantier
sur lequel on a malheureusement pris du retard avec le Covid, c'est celui de l'éducation. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler avec vous, Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Merci beaucoup à vous Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.